Imaginez le son. Un hurlement mécanique, strident, qui déchire le silence lourd de la nuit. Ce n'est pas une alarme de voiture, ce n'est pas un bruit de fond urbain. C'est le hurlement des sirènes d'alerte à Tel Aviv, un son qui vous glace le sang et vous paralyse avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. Et puis, il y a la lumière. Un éclair aveuglant, d'une violence inouïe, qui embrase l'horizon, suivi quelques secondes plus tard par une onde de choc qui fait trembler les murs, brise les fenêtres et expulse l'air de vos poumons. Cette nuit, l'impossible s'est produit. L'impensable est devenu notre réalité absolue. Des missiles hypersoniques iraniens ont percé le ciel d'Israël, et ils n'ont pas seulement frappé des cibles, ils ont pulvérisé une illusion. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites qu'Israël possède le dôme de fer, le système de défense anti-aérienne le plus sophistiqué, le plus impénétrable de l'histoire humaine. On nous a martelé jour après jour, communiqué après communiqué, que le taux d'interception était de 94%. 94%. C'est un chiffre qui rassure, un chiffre qui permet aux citoyens de dormir sur leurs deux oreilles. Mais ce matin, les dizaines de vidéos qui inondent les réseaux sociaux, ces images brutes, non filtrées, filmées par des mains tremblantes depuis des balcons et des toits, racontent une toute autre histoire. On y voit des impacts directs. On y entend les explosions secondaires assourdissantes. On y voit la poussière, la fumée, les débris pleuvoir sur les rues. Honnêtement, même moi j'ai du mal à y croire. L'ampleur de la destruction est telle que même des chaînes de télévision officielles, des mastodontes de l'information comme Fox News, ne peuvent-ils plus cacher la vérité. Ils rapportent maintenant des dizaines de victimes, des cratères béants, et parlent d'un immeuble entier qui s'est effondré sur lui-même comme un vulgaire château de cartes. Et gardez bien à l'esprit que ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction de la réalité. Ce sont les images qui ont réussi à passer entre les mailles du filet de la censure gouvernementale. Personne, absolument personne, ne sait à quel point les dégâts sont réellement catastrophiques en ce moment même. Mais alors que les sirènes pleurent encore sur Tel Aviv, une horreur bien plus silencieuse, bien plus vicieuse, est en train de se dérouler à des milliers de kilomètres de là, et elle menace de nous engloutir tous. L'escalade ne s'est pas arrêtée aux frontières d'Israël. Une autre frappe, d'une précision chirurgicale, a touché le cœur de l'Iran, plus précisément la centrale nucléaire de Bushehr. Oui, vous avez bien entendu. Un réacteur nucléaire a été frappé au beau milieu de la nuit. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a été forcée de confirmer qu'il s'agissait de la deuxième frappe sur cette installation cruciale aujourd'hui. Bien sûr, les discours officiels se veulent rassurants, lisses et aseptisés. Ils nous disent qu'il n'y a aucun dommage structurel critique, qu'il n'y a pas de blessés, que l'usine continue de fonctionner normalement. C'est le manuel classique de gestion de crise, ne jamais avouer la panique. Mais l'AIEA demande une retenue immédiate. Et derrière les portes closes, c'est la terreur absolue. Pourquoi ? Parce que les rapports officieux, les murmures des services de renseignement et les rumeurs qui circulent dans les chancelleries parlent de possibles fuites de matières radioactives. Le spectre d'un Tchernobyl au Moyen-Orient n'est plus un scénario de science-fiction. C'est une probabilité mathématique qui se rapproche à chaque seconde. Et si vous cherchez une preuve que la situation échappe à tout contrôle, regardez ce qui se passe juste à côté, au Koweït. Hier, de manière totalement inattendue, le ministère de l'Intérieur koweïtien a publié un communiqué national d'une étrangeté absolue. Le message disait, en substance, « Citoyens, résidents, soyez sans crainte. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter en cas de fuite radioactive en provenance des pays voisins. » Je vous laisse digérer cette phrase. Prenez un instant pour y réfléchir. Pourquoi un gouvernement lancerait-il une alerte de sécurité nationale sur les procédures à suivre en cas de radiation, tout en vous disant qu'il n'y a aucun problème ? C'est la contradiction la plus effrayante qui soit. Et la population ne s'y est pas trompée. À l'heure où je vous parle, une vague humaine, des milliers de voitures chargées à la hâte, fuient le Koweït en direction de l'Arabie Saoudite. C'est un exode de la peur, l'instinct de survie face à une menace invisible. Pourquoi un gouvernement voisin publierait-il soudainement, au milieu de la nuit, un protocole d'urgence nucléaire tout en affirmant que tout va bien ? Que nous cache-t-il vraiment sous ce silence assourdissant ? Arrêtons-nous un instant. Il y a une leçon profonde ici sur la nature de la confiance et l'illusion du contrôle dans nos sociétés modernes. Nous remettons aveuglément notre sécurité, notre paix d'esprit et même nos vies entre les mains d'institutions et de gouvernements en croyant qu'ils nous diront toujours la vérité. Mais la réalité du pouvoir, c'est que la vérité est souvent perçue comme un luxe dangereux. Les dirigeants ne gèrent pas la vérité, ils gèrent la panique. Ils construisent des récits rassurants, des boucliers psychologiques invisibles, parce que la terreur d'une population est plus dévastatrice que la bombe elle-même. Mais quand ces récits s'effondrent, quand la fumée est trop épaisse pour être cachée, la désillusion qui frappe les citoyens est d'une brutalité sans nom.
Cela nous rappelle que la vigilance, le questionnement constant et le refus d'accepter des réponses toutes faites ne sont pas de la paranoïa, mais un devoir civique fondamental. Dans un monde où l'information est une arme de guerre, notre esprit critique était notre dernier et notre seul véritable bouclier. Et cette guerre ne se joue pas seulement dans les airs avec des missiles nucléaires ou hypersoniques. Elle se joue sur les infrastructures qui maintiennent nos vies éveillées. La nuit dernière, les États du Golfe ont été entraînés dans cette spirale de violence d'une manière que personne n'avait anticipée. Des essaims de drones iraniens ont percé les défenses aériennes et ont ciblé les immenses réservoirs de carburant de l'aéroport international du Koweït. Le résultat ? Un brasier gigantesque, un incendie d'une ampleur biblique qui a illuminé la nuit du désert et envoyé des colonnes de fumée noire et toxique si haut qu'elles bloquent la lumière du soleil. Les autorités koweïtiennes ont dû admettre que l'attaque visait délibérément leur infrastructure vitale. C'est une tentative claire de paralyser le pays. Et la technologie n'est pas épargnée. On m'a signalé que d'autres drones iraniens ont ciblé les centres de données d'Amazon Web Services, les fameux serveurs AWS, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. L'impact a été instantané. J'ai un ami très proche qui vit à Dubaï. Il m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp, la voix remplie d'incompréhension. Il m'expliquait qu'à Dubaï, l'hypermodernité, c'est la norme. Avant hier, si vous commandiez sur Amazon, vous étiez livré en 15 minutes. 15 petites minutes. Aujourd'hui, il faut au moins 24 heures. Le réseau logistique le plus sophistiqué du monde civilisé est en train de bégayer, frappé au cœur par des armes de guerre. L'économie numérique s'effondre sous le poids d'explosifs bien réels. Mais ce qui me retourne vraiment l'estomac, ce qui brouille totalement les lignes de ce conflit, c'est ce qui s'est passé au Liban. Hier, pour la toute première fois depuis le début de cette escalade cauchemardesque, l'Iran a attaqué le Liban. Oui, l'Iran, le protecteur spirituel, financier et militaire du Hezbollah, a frappé Beyrouth. L'armée israélienne elle-même a publié une déclaration mardi confirmant qu'une roquette tirée depuis l'Iran a frappé la capitale libanaise en plein milieu de la journée. C'est un non-sens géopolitique absolu. Pourquoi l'Iran bombarderait-il le territoire de son allié le plus puissant dans la région ? Les théories explosent dans toutes les directions. Certains analystes de haut niveau murmurent que l'Iran tente d'augmenter la pression psychologique et politique sur le gouvernement libanais, qui montre des signes de vouloir négocier avec Israël pour expulser définitivement le Hezbollah du pays. Une sorte de punition préventive, un message sanglant disant « vous ne nous échapperez pas ». Mais d'autres sources, bien plus sombres et cyniques, parlent déjà d'une opération sous faux drapeau magistralement orchestrée par les services de renseignement israéliens, le Mossad, pour semer la confusion, la paranoïa et démoraliser complètement les combattants du Hezbollah en leur faisant croire que leurs maîtres les trahissent. Si l'Iran frappe délibérément ses propres alliés pour maintenir son emprise, ou si Israël parvient à déguiser ses propres attaques avec une telle perfection machiavélique, alors, dans quel genre de jeu de dupes mortels sommes-nous en train de sombrer ? Prenez le temps d'absorber cela, car cela soulève une question vertigineuse sur la nature même de la stratégie et de la manipulation à grande échelle. Dans notre vie quotidienne, nous aimons croire que les conflits ont des règles, des lignes claires entre le bien et le mal, entre les amis et les ennemis. Mais au sommet du pouvoir, la morale est une monnaie d'échange sans aucune valeur. Les alliances ne sont pas basées sur l'amitié, elles sont forgées par l'intérêt et dissoutes par la paranoïa. L'idée même qu'une nation puisse bombarder son propre allié pour envoyer un message, ou qu'une autre puisse créer une attaque fantôme pour briser l'esprit de son adversaire, nous rappelle une dure vérité. Dans le jeu du pouvoir absolu, les êtres humains, les villes, les vies, ne sont que des pions que l'on sacrifie sur un échiquier de cynisme. Cela nous apprend que nous ne devons jamais prendre pour argent comptant les narratifs simplistes des guerres. La vérité géopolitique est un labyrinthe de miroirs déformants, où l'ombre est souvent plus réelle que la lumière qu'on nous présente. Et si vous pensez que la manipulation s'arrête là, attendez d'entendre ce qui se passe dans les coulisses financières de ce carnage. Venons-en à un sujet explosif, celui du Qatar. Vous avez peut-être remarqué un détail fascinant ces derniers jours. Le Qatar, qui se trouve pourtant en plein milieu de cette poudrière, n'a reçu ni roquettes, ni drones depuis 5 jours. C'est un calme plat, presque miraculeux. Comment est-ce possible alors que le feu pleut tout autour ? La réponse est digne des plus grands films de gangsters. Le Qatar paie littéralement l'Iran pour sa sécurité. Oui, de l'argent de protection. La mafia à l'échelle étatique. Après des jours de terreur, Doha a recommencé à fonctionner normalement. Les ministères, les banques, les écoles qui étaient fermées à double tour ont rouvert le 24 mars. La presse israélienne a éventé le secret. Le Qatar a secrètement offert de transférer la somme astronomique de 6 milliards de dollars à des entités liées aux gardiens de la révolution iranienne. Simplement pour qu'ils arrêtent peut-être d'appuyer sur le bouton de lancement. Bien entendu, dans un ballet diplomatique aussi prévisible que pathétique,
Un officiel qatari a nié en bloc tout accord financier, prétextant une soudaine et miraculeuse désescalade. Mais personne n'est dupe, et le Qatar n'est pas une exception. C'est en train de devenir le nouveau modèle d'affaires de cette guerre. Le Japon, la troisième économie mondiale, a lui aussi plié les chines. Une dépêche stupéfiante est tombée. Le Japon a payé 2 millions de dollars à l'Iran. Pourquoi ? Juste pour avoir le droit de faire passer ses navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz, sans qu'ils ne soient accoulés. Téhéran a carrément institué un péage, une taxe de piraterie institutionnalisée, pour contrôler ce goulot d'étranglement par lequel transite une part immense du pétrole mondial. Ils arrêtent les navires, exigent 2 millions et ouvrent la barrière. L'Iran a même eu l'audace de confirmer officiellement qu'un de ses paiements provenait de Tokyo. Essayez d'imaginer la scène. Une nation souveraine, agissant exactement comme les mafieux de Chicago dans les années 30, extorque des puissances mondiales pour le simple droit d'exister économiquement. Et le pire, c'est que ça marche. Selon les analystes financiers les plus pointus, avec cette nouvelle taxe de passage dans le détroit d'Ormuz, l'Iran pourrait engranger jusqu'à 800 milliards de dollars par an. 800 milliards. C'est le double du produit intérieur brut total de l'Iran avant cette crise. C'est une poule aux œufs d'or inimaginable. Cela rend la réaction de l'Occident totalement caduque, et plus particulièrement la fameuse offensive terrestre américaine qui se prépare. Les troupes d'élite sont en mouvement. Le Pentagone a ordonné le déploiement du commandant de la légendaire 82e division aéroportée et de tout son état-major au Moyen-Orient. Fox News a rapporté que des milliers de parachutistes, le fer de lance de la force de réaction rapide américaine, préparant leur pactage pour des opérations terrestres directes contre l'Iran. Leur mission, selon les fuites, serait de capturer l'île de Karg, l'artère jugulaire de l'exportation pétrolière iranienne. L'objectif de Donald Trump était clair, couper la source de revenus du pétrole pour asphyxier économiquement l'Iran et les forcer à capituler de faim et de désespoir. Mais si l'Iran s'assoit sur un péage maritime qui lui rapporte 800 milliards en extorquant ses voisins et les Asiatiques, ils n'ont même plus besoin de vendre une seule goutte de leur propre pétrole. L'offensive américaine, avant même d'avoir commencé, est frappée d'obsolescence. L'Iran a changé les règles du jeu en plein match. Et parlons-en des États-Unis et de leurs mensonges. C'est ici que l'histoire prend une tournure qui défie la raison. Depuis des semaines, le gouvernement américain niait farouchement, avec arrogance, que l'Iran ait osé attaquer un porte-avions américain. Ils ont traité ces informations de propagande, de désinformation de bas étage. Et puis, hier soir, le coup de tonnerre. Donald Trump lui-même, lors d'une déclaration improvisée, a lâché le morceau. Il a admis, devant les caméras du monde entier, que l'Iran a non seulement ciblé un porte-avions américain, mais qu'ils ont tiré plus de 100 missiles sur le navire. 100 missiles. Sur une forteresse flottante souveraine des États-Unis. Prenez une seconde pour laisser cette information s'infiltrer dans votre esprit. Et soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ce mystérieux incendie sur le tout nouveau porte-avions USS Gerald R. Ford, il y a quelques semaines, l'armée avait pathétiquement prétendu qu'il s'agissait d'un accident tragique dans la blanchisserie du navire. Une machine à laver qui prend feu sur le navire de guerre le plus avancé de la planète. L'aveu d'hier soir jette une lumière brutale et aveuglante sur cette affaire. Se pourrait-il que la vérité soit qu'ils ont été touchés par une pluie de missiles balistiques et que l'histoire de la blanchisserie n'était qu'une vulgaire couverture pour empêcher la panique mondiale et éviter de devoir déclarer la Troisième Guerre mondiale? Si la plus grande puissance militaire du monde est capable de dissimuler avec tant d'aplomb une attaque directe de 100 missiles contre son propre fleuron naval, quelles autres vérités terrifiantes nous cache-t-on à cet instant précis? C'est le moment de se regarder dans le miroir en tant que citoyens du monde. Nous construisons notre sentiment de sécurité sur la base de ce que nos institutions nous disent. Nous croyons aux communiqués de presse, aux porte-paroles en uniforme, aux discours solennels depuis des pupitres officiels. Mais quand le voile se déchire, quand un mensonge de cette magnitude est exposé à la lumière du jour, cela brise quelque chose de fondamental en nous. Cela nous montre que dans les couloirs obscurs du pouvoir, notre tranquillité d'esprit est considérée comme un outil de gestion, une variable d'ajustement. La corruption de la vérité est peut-être la forme de corruption la plus dangereuse qui soit, car elle nous prive de notre capacité à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement une question de politique étrangère, c'est une question de dignité intellectuelle. Ne laissez jamais quiconque, peu importe son autorité, éteindre votre capacité à douter. Le doute, dans un monde dirigé par l'illusion, est votre instinct de survie le plus précieux. Et la survie, c'est exactement ce qui est en jeu pour ceux qui refusent ou ne peuvent pas payer la rançon mafieuse de l'Iran. Les pays qui ne versent pas ces milliards de dollars de protection sont littéralement en train de saigner à mort, asphyxiés par un blocus énergétique silencieux mais mortel. Regardez l'Australie, un continent entier paralysé. Les réserves de carburant diesel sont pratiquement à sec.
Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées du jour au lendemain. Les supermarchés australiens voient leurs rayons se vider à une vitesse terrifiante parce que sans diesel, les camions ne roulent plus. Et si les camions ne roulent plus, la nourriture n'arrive plus. C'est la panique dans les épiceries. La Corée du Sud vient tout juste d'annoncer un programme drastique de rationnement du carburant d'une sévérité inouïe. Les véhicules de fonction n'ont plus le droit de circuler que 4 jours par semaine. Et la police patrouille, vérifiant les plaques d'immatriculation comme en temps de guerre totale. Les Philippines, de leur côté, ont carrément déclaré l'état d'urgence national. Il faut comprendre qu'ils importent 98% de leur pétrole des pays du Golfe. Depuis le 28 février, le prix du gaz à la pompe a bondi de plus de 100%. L'économie suffoque, les gens étouffent. Et ne croyez pas un seul instant que nous, en Occident, assis confortablement derrière nos écrans, soyons à l'abri de ce tsunami. C'est faux. Reuters a publié une dépêche glaciale. Le grand patron de Shell a émis un avertissement formel. La pénurie d'énergie majeure, paralysante, frappera l'Europe dès le mois prochain. Pas dans 1 an, pas dans 6 mois. Le mois prochain. En raison des niveaux désastreux des réserves stratégiques de pétrole, les premiers dominos à tomber seront la Belgique et l'Autriche. Les pompes seront à sec. L'industrie s'arrêtera. Et immédiatement après, l'onde de choc engloutira l'Allemagne et la France, puis le reste du continent européen. Peu importe combien de temps cette guerre durera encore, une chose est certaine, gravée dans le marbre de l'histoire, l'ordre géostratégique du monde a basculé. Le Moyen-Orient est en flammes, les nations asiatiques s'effondrent sous la famine énergétique, et l'Europe se prépare à entrer dans un hiver économique glacial. Mais la nouvelle la plus choquante, celle qui m'a fait arrêter de respirer pendant quelques secondes, nous vient d'Allemagne. C'est le symptôme ultime de la folie dans laquelle nous plongeons. Écoutez bien ceci. Volkswagen, l'entreprise symbole de l'industrie pacifique allemande, le constructeur de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mène actuellement des négociations secrètes pour fabriquer des missiles anti-aériens dans son usine d'Osnabrück. Le Financial Times a révélé que Volkswagen est en pourparlers avancés avec l'entreprise israélienne d'armement Rafael Advanced Defense Systems. Ils discutent d'un contrat colossal pour convertir les lignes d'assemblage automobile de l'usine d'Osnabrück en lignes de production de missiles de défense. Volkswagen veut fabriquer des roquettes au lieu de fabriquer des Golf ou des Passat. Officiellement, pour calmer les esprits, ils insistent lourdement sur le fait qu'il s'agit d'armes purement défensives. Mais nous connaissons tous l'hypocrisie de ce vocabulaire. Une fois que la machine industrielle de guerre est enclenchée, une fois que les chaînes de montage apprennent à assembler de la mort, le passage des missiles défensifs aux missiles offensifs n'est plus qu'une question de signature au bas d'un contrat. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux ouvriers de cette usine. Des hommes et des femmes qui se sont levés des milliers de matins pour construire des voitures familiales et qui vont maintenant devoir pointer à l'usine pour visser des ogives et assembler des propulseurs balistiques. Je doute fort que c'était leur vocation quand ils ont signé leur contrat d'embauche. Quand les usines qui fabriquaient nos voitures familiales se mettent soudainement à assembler des missiles de guerre, n'est-ce pas le signe ultime que le monde tel que nous le connaissions a déjà cessé d'exister? Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la capacité de l'humanité à s'adapter à la folie. C'est peut-être notre trait psychologique le plus dangereux. Nous glissons vers l'abîme, non pas avec des cris de révolte, mais avec une résignation bureaucratique. Le passage d'une économie de paix à une économie de guerre ne se fait pas dans le fracas des trompettes apocalyptiques. Il se fait dans des salles de réunion, avec des feuilles de calcul et des négociations d'entreprise. Nous normalisons l'inacceptable. Hier, nous achetions des voitures pour partir en vacances. Aujourd'hui, les mêmes ouvriers fabriquent des missiles pour pulvériser le ciel. Et nous continuons à aller travailler, à payer nos factures, comme si de rien n'était. C'est cette adaptation silencieuse à l'horreur qui permet aux pires des tragédies de l'histoire de se produire. Quand l'anormal devient la norme, quand la guerre devient une industrie comme une autre, nous perdons une part irrécupérable de notre humanité. C'est un rappel brutal que la paix n'est pas un état naturel. C'est un édifice extrêmement fragile qui demande à être protégé farouchement contre l'indifférence. Et c'est précisément parce que nous nous sommes habitués à cette escalade que nous ne voyons pas le précipice nucléaire sous nos pieds. Résumons la situation, juste pour mesurer l'ampleur du cauchemar. Des roquettes hypersoniques pleuvent sur les centres civils d'Israël, contournant les défenses. L'Iran attaque le Liban dans un brouillard de tromperie. Des drones kamikazes embrasent les réserves de carburant et paralysent les infrastructures numériques du Golfe. Les puissances mondiales paient la rançon de la peur, transformant des nations en cartels intouchables. L'Amérique ment sur l'attaque de son propre porte-avions pour cacher sa vulnérabilité. Et au milieu de tout ce chaos aveugle, 2 nations se frappent mutuellement sur leurs installations nucléaires. Israël a attaqué 2 fois la centrale de Bushehr. L'Iran, en représailles, a déjà ciblé le réacteur nucléaire israélien de Dimona. On joue à la roulette russe avec le feu atomique,
Si cette guerre continue de s'intensifier sur cette trajectoire de folie furieuse, ce n'est plus une question de politique, ce n'est plus une question de territoire. C'est simplement une question de temps avant qu'un missile, par erreur de calcul ou par volonté pure de destruction, ne touche le cœur d'un réacteur. Et quand ce jour arrivera, quand la première vraie brèche s'ouvrira et que le nuage toxique s'élèvera, nous ferons face à une catastrophe humaine d'une ampleur si vaste que le Moyen-Orient tout entier, et peut-être le monde, en portera les cicatrices radioactives pour les millénaires à venir. Nous sommes arrivés à ce point de non-retour. La question n'est plus de savoir si la guerre va s'étendre, la question est de savoir quelle part de notre monde y survivra. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le reflet d'une nature humaine terrifiée par sa propre mortalité, s'accrochant au pouvoir, à la domination et à la violence pour masquer son impuissance. Peut-être que le véritable enseignement de ces heures sombres n'est pas dans la géopolitique ou la stratégie militaire. Peut-être qu'il réside dans la prise de conscience que nos destins sont tous liés par un fil si fin, si fragile, qu'une seule étincelle au bout du monde peut incendier nos propres foyers. Prenez soin de vous. Observez avec lucidité ce qui se dessine à l'horizon, et n'oubliez jamais de chérir la lumière de la paix pendant qu'elle éclaire encore nos vies.